Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission 4e de couverture spéciale Mars, spécial mois de la femme. Aujourd'hui, on aura l'honneur, la fierté et le plaisir de partager ce plateau avec 3 grandes dames de la littérature sénégalaise. Alors, j'en dirai pas plus, je préfère même leur donner le soin de se présenter et vous comprendrez plus aisément pourquoi j'ai dit 3 grandes dames de la littérature sénégalaise. On commencera par... La doyenne d'âge. Qu'on ne présente plus, mais on veut une présentation. Voilà, bonjour, nous sommes très heureuses de nous retrouver ce matin à l'Harmattan. Donc, je suis André-Marie Diagne. Bonne année, mon nom de jeune fille. Et donc, c'est tout un plaisir pour moi de me retrouver à l'Harmattan, aussi régulièrement que je peux, parce que j'adore les livres. Et actuellement, on est gâtés parce qu'on a l'embarras du choix. Donc, je suis enseignante, je suis grand-mère, je suis à la retraite, mais toujours active. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Bonjour, je suis très contente de vous regagner aujourd'hui Harmattan et de trouver ces brillantes dames pertinentes. Moi, c'est Ndeye Khar Ndao. Je suis ingénieur informaticien de formation, actuellement consultant IT. Je suis entrepreneur et auteur. Machallah, elle est entrepreneur. Et on part avec Fatima. Elle aura la double posture de co-animer avec moi, mais aussi de représenter l'auteur qu'elle est. Alors, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui je vais me présenter en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'animatrice, parce que par ailleurs, je suis présentatrice ici à l'Harmattan Sénégal. Je suis aussi maître en sciences de l'information et de la communication. Et je suis ravie d'être là pour partager ce plateau avec vous. Alors, chers internautes, vous aurez donc compris pourquoi j'ai dit que c'était de grandes dames de la littérature sénégalaise. Et le choix est assez opportun parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des différentes conditions de la femme. Quel combat? Alors, on a vu qu'il y a une évolution des combats et tout au long de la littérature de manière générale. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par Tata André. Comment définirez-vous la condition de la femme? Alors, la femme, peut-être je me référerai à une pensée d'un grand poète français que j'ai trouvé dans un de vos ouvrages en conclusion. Il disait en quelques mots, la femme est le passé, l'avenir et le présent de l'homme. La femme, elle est la moitié, sinon plus de la moitié de l'humanité. La femme, c'est celle qui donne la vie, mais c'est peut-être aussi celle qui souvent est dans l'ombre. Et je crois que c'est au nom de cette condition de la femme dans le monde entier qu'a été instituée cette journée internationale des droits de la femme. Droit d'abord à exister, parce qu'on compte aujourd'hui le nom de féminicide, de crimes commis contre la femme qui portent atteinte à sa vie, mais aussi à tous ses droits, quels qu'ils soient, le droit à la parole, le droit d'aimer, le droit de vivre tout simplement, ou de créer comme elles sont là pour le montrer. Et c'est donc dans ce sens-là que les femmes du monde entier s'unissent le 8 mars, et même d'autres jours aussi, pour ensemble faire avancer cette cause des femmes. C'est une cause, c'est un combat qui a plusieurs aspects, et je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer. C'est un combat qui a vraiment plusieurs aspects. Donc, Ndeye Khar, comment vois-tu cette condition? Bon, je dirais la condition, c'est la position de la femme dans la société. Comment elle doit être vue et mener ses combats de tous les jours. Moi, je dirais que la femme, c'est l'humain, en quelque sorte. Il n'y a pas de femme et d'homme, mais on doit traiter l'humain. Donc, c'est-à-dire que la femme a tous les droits, comme vient de le dire la doyenne. Oui, droit à l'éducation, droit à l'apprentissage, droit de créer et de co-créer.
droit de participer au développement du pays. Donc, je dirais que c'est un pilier de la société. On ne doit pas être à l'ère où on dit que est-ce que la femme doit faire ceci ou cela. C'est un pilier, ça veut dire qu'elle a tous les droits. Effectivement, donc, qu'est-ce que toi tu en penses? Alors moi, j'aime bien la citation de Mariam Ba qui dit que la femme est la racine première, fondamentale de la société. Parce que aujourd'hui, quand on parle de femme, c'est vrai que parfois on a tendance à la limiter seulement à une position. On donne la femme à une image, mais la femme aujourd'hui elle éduque. Elle permet aujourd'hui à certains hommes peut-être d'avoir confiance en eux. Et cela permet en fait de créer quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, si la femme elle éduque son enfant, cet enfant aura une envie en fait de devenir quelqu'un. Si cet enfant a une très bonne éducation, si cet enfant a confiance en lui. Donc pour moi, sans la femme, il n'y a ni enracinement ni développement. Donc, pour comprendre Fatima, le rôle de la femme est centré au fait pour l'humanité, c'est la vie au fait. La femme. Son rôle, est-ce que le rôle de la femme a toujours été bien accentué ou bien, comme on le dit, relégué au second plan? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Alors, relégué au second plan, je vais prendre une expression que j'emprunte à Kumba Touré. Elle parle de géantes invisibles. Des géantes invisibles, ça veut dire que la femme, elle est l'auteur de hauts faits. La femme agit en transformatrice de la société. Mais elle est un peu comme le levain dans la pâte, elle est invisible. Volontairement invisible parce que les femmes se mettent parfois en retrait. On leur dit de ne pas être sur la place publique. Elles n'ont pas droit au débat public, mais présentes parce que sans elles, les choses ne seraient pas ce qu'elles doivent être. Comme elle l'a dit, la racine même de la société, c'est la mère. Sans la mère, il n'y a pas d'enfantement, il n'y a pas de personnes vivantes dans la société. Sans la mère qui allaite, qui accompagne aussi l'éducatrice. Elle est là, mais une fois qu'un enfant grandit, dans nos sociétés, souvent on le désigne par le patronyme du père. Rares sont les sociétés matrilinéaires où on se nomme par le nom de la mère. Ça existe, hein, des noms où les femmes portent voilà, de la femme et les hommes, voilà. Mais en général, ce sont les hommes qui l'emportent sur les femmes. Voilà, on pourrait dire une des aberrations de la nature. Parce que j'écoutais un prédicateur à la télé l'autre fois, et il disait, un homme ne peut pas savoir si un tel est son enfant. Mais une femme, elle le sait forcément. Donc elle a cet avantage-là, même si après on va lui arracher un peu cette progéniture, parce que l'enfant est fait pour partir, il est fait pour grandir, et la femme est souvent prête à même donner sa vie. Hein, on donne le cas de reines célèbres qui ont accepté de se sacrifier pour que leur fils puisse hériter, etc. Donc pour dire que la femme, elle est grande, elle est admirable, parce qu'elle est résilience, on le dit. Et c'est parce qu'elle s'est supportée. Elle s'est enfantée dans la douleur qu'après, les belles choses arrivent. Voilà. Effectivement, tu voudrais ajouter une question? En fait, par rapport au choix de la femme, parce que dans Fileuse d'amour, dans le choix de Sonato par exemple, lorsque vous parlez de mariage, aujourd'hui, est-ce que le personnage féminin a le choix entre l'amour ou la liberté? Entre l'amour ou la liberté. Bon, nous sommes dans une société où il est de tradition de donner les filles en mariage. On le dit, hein? Souvent sans leur avis. Un père peut décider de donner sa fille à son ami. Donc, elle va épouser quelqu'un qui a l'âge de son père.
pour ne pas dire plus âgée. Est-ce qu'elle aime? On ne lui pose pas cette question. Est-ce qu'elle aime d'amour? C'est parfois hors des préoccupations. Donc, pour dire que au départ, les femmes n'étaient pas libres de disposer d'elles-mêmes. Hein. C'était une tradition. Un chef, qu'il soit politique ou religieux, peut créer des alliances en donnant sa fille en mariage à tel autre chef. Donc, vous voyez, je ne dirais pas que la femme est monnaie, objet, disons, d'échange, c'est la monnaie, mais elle n'avait pas toujours le choix. Néanmoins, aujourd'hui, je crois que les jeunes, elles ont conquis et elles l'affirment dans leurs textes. Et il y a beaucoup, une grande évolution quand on voit par rapport au combat. Et c'est pour parler du roman de Ndeye Khar, où là, vous avez essayé de peindre deux femmes, certes qui ont eu une enfance ensemble et tout, mais il y a la particularité de cette femme-là qui était très ambitieuse et qui a été accompagnée par un homme. Et ici, on voit au fait un autre combat qui montre qu'on peut vraiment réussir sa vie avec un homme sans pour autant voilà, ne pas être ambitieuse, ne pas aller au bout de ses rêves. Oui, je dirais oui, je l'affirme. Je ne sais pas, c'est ma position. Parce que l'homme et la femme sont deux pairs. C'est comme ça, c'est naturel, ils doivent aller ensemble. C'est ma conviction à moi. Je dirais que la femme, c'est la force tranquille. C'est la force tranquille. C'est comme des dépenses. Quand il y a des dépenses abstraites et des dépenses concrètes. Par exemple, la femme a 100 000 francs, elle achète à manger et tout. C'est fini, on oublie. L'homme a 100 000 francs, il achète une télé. On voit la télé. Chaque fois, on le voit. Donc, on ne voit pas. Parce qu'on a mangé, c'est fini. Demain, on aura encore faim. Moi, je fais cette comparaison-là que je fais de l'homme et de la femme. Mais qu'ils sont complémentaires. Ils peuvent aller ensemble et que chacun aide son prochain à aller de l'avant, à aller jusqu'au bout de ses rêves. Et que c'est possible. C'est juste une éducation dès le bas âge, à faire savoir la femme c'est quoi son rôle, c'est quoi sa place, qui elle est. Parce que si une femme se dit que j'ai droit à ça, se querelle pour être aux côtés de l'homme, c'est parce qu'elle n'a pas compris sa place, elle. Sa place que s'il est musulman comme nous, sa place que si elle est musulmane comme nous, sa place que la religion lui a donnée, sa place que la société lui a donnée. C'est vrai qu'avant, on reléguait la femme au second plat, comme l'a dit notre doyenne, que la femme ne participait pas à la prise de décision, mais en réalité, c'est la femme qui prend les décisions. Parce que quand il est en aparté avec son homme, il l'écoute. Devant un grand homme. Devant chaque grand homme, il y a une femme. Derrière, si tu connais vraiment ta place, en réalité, les décisions, tu les prends. Oui. Donc, je dis que c'est possible. C'est possible de cheminer avec un homme et de faire sa vie naturellement et normalement. Maintenant, est-ce que l'homme a cette hauteur de compréhension? Ça, vraiment, c'est une éducation de base. C'est nous, c'est depuis la base, nous, en tant que maman, d'inculquer à nos fils que voici votre rôle, voici comment vous devez tenir avec une femme. Et il va grandir avec. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est au niveau même de l'éducation dans la société africaine traditionnelle? Quelle était réellement la position de la femme? Parce que moi, d'habitude, j'arrive à confondre le fait qu'il y avait des reines, des femmes qui étaient trop au pouvoir. Et aujourd'hui, on nous peint aussi une femme assez marginalisée. Comment retrouver ce point-là? Mais moi, je dirais que les femmes qui sont des reines ou bien qui sont au devant, c'était des femmes rebelles en quelque sorte. Entre guillemets, c'est-à-dire qui n'acceptaient pas d'être réduite, par exemple, à un rôle de femme où la femme doit faire la cuisine, avoir un mari, par exemple, avoir des enfants, etc. Donc c'est la femme même qui prend. Je disais tout à l'heure que si la femme, c'est sa valeur, elle s'affirme. Donc c'est à la femme de s'affirmer.
Il en existe parce qu'il en existe des sociétés très lointaines où la femme était, même quand on prend le livre de Cheikh Hamidou Kane avec l'aventure en Bibi, on voit la dame royale qui a vraiment, voilà, qui ne pouvait, c'était elle au fait la force tranquille certes, mais elle était mise au devant aussi, même par rapport à sa description et tout. Donc, ça montre réellement que dans la société africaine, la femme a toujours eu une place assez, voilà, déterminante dans les décisions et tout ce qui se passe. Donc là, on est entre 3 générations. Est-ce que vous pensez que le combat est le même? Depuis qu'on a toujours voulu défendre les droits de la femme et tout, est-ce qu'on a toujours eu le même combat ou a-t-il évolué? On va laisser la parole. Honneur à la Benjamin cette fois-ci. On va voir si c'est le même combat. Je pense qu'il y a une évolution parce que plus on avance, plus les femmes prennent davantage confiance en elles. Et là, elles arrivent à savoir ce qu'elles veulent en fait. Mais le problème en est que, comme l'a dit tout à l'heure Neha, on n'est pas en concurrence avec les hommes. Ça, on doit le savoir. En fait, lorsque je me dis que non, cet homme, je suis égale à lui, en fait, je me dis que je me limite en fait. Je ne suis pas égale à lui. On est là. Ce qu'il peut faire, ce qu'il peut faire, moi, je peux faire autre chose. C'est pas parce qu'il a fait ça que moi aussi, je vais faire la même chose. Peut-être que je peux faire autre chose que lui, il ne peut pas faire. Donc, en fait, je pense que ce sont nos mentalités qui doivent changer par rapport à ça. Et si nos mentalités changent par rapport à ça, je pense que là, on peut dire vraiment que nous, femmes, nous avons une valeur grandiose, en fait, qu'on ne peut pas, on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la définir. Et il faut l'accepter et ne pas se dire que je dois prouver à l'homme que je peux faire ceci ou cela. C'est vrai que parfois les combats sont un peu, on tourne un peu vers une concurrence démesurée, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment de retrouver sa place en tant que femme. Moi, je pense qu'en Afrique, peut-être qu'on a eu conscience que notre combat de femmes n'est pas mené de la même façon que dans d'autres continents. Nous ne sommes pas à la recherche d'une égalité absolue. Comme elles l'ont dit, on tend vers la complémentarité. On accepte la différence. On accepte que chacune ou chacun soit capable de réussir dans le rôle que la société lui attribue, parce que ça aussi, il faut en tenir compte. Les structures sociales sont là pour définir le rôle du père, le rôle de la mère. Il y avait des lingers, il y avait des baguennes qui avaient des rôles bien spécifiques dans la famille, dans la société, et que, au fond, la femme, elle a toujours compté. Maintenant, aujourd'hui, je dis qu'il y a des combats qui ont commencé il y a longtemps. Par exemple, on parle de violences faites aux filles. L'autre jour, dans le journal, ils annonçaient 11 petites filles de moins de 5 ans victimes de l'excision. On continue ce combat parce qu'on ne l'a pas encore gagné. Mais en même temps, je dis notre combat n'est pas comme celui, disons, d'un autre continent où on va voir, par exemple, à l'école maternelle, enseigner la sexualité d'une certaine façon aux enfants. Nous avons des valeurs auxquelles nous tenons. Nous avons des règles de comportement dans l'habillement, par exemple, dans la façon de parler à un adulte, à un parent. Je pense qu'un enfant aujourd'hui chez nous qui dirait à son père ou à sa mère « tu mens », on le prendrait mal. Les droits des enfants ailleurs, ils peuvent appeler un numéro vert et faire mettre leurs parents en prison. Voilà. On n'est pas sur le même style de combat. Je crois que si on comprend ça, on a une société qu'on doit construire par rapport à nos propres valeurs et à l'intérieur de laquelle on veut que tous les enfants aient les mêmes droits, par exemple droit à l'éducation, que demain les jeunes puissent avoir des emplois, les garçons comme les filles, mais on n'est pas là pour brimer les filles, rester à la maison, faire la cuisine, etc. Donc, je crois qu'on a dépassé ça. Du temps d'une si longue lettre, Mariam Abba,
elles avaient à se battre pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir exercer un emploi et cumuler cet emploi qui est externe avec les responsabilités domestiques. Maintenant, aujourd'hui, peut-être la femme, avec la modernisation, elle a plus de facilité, mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Il faut regarder un peu, on va dire, la famille ou le couple aujourd'hui, comment ils se portent. Alors là aussi, il y a des statistiques à faire. Hein? Ah, Neha. N'est-ce pas? Neha, il faut rebondir sur ça. Il y a des choses à faire. Il y a une avancée quand même, comme on vient de le dire, mais il y a des choses, par exemple, comme l'autorité parentale. Tantôt, on le disait, des femmes divorcées qui font recours à des hommes qui leur refusent de signer des droits de sortie et de sol pour leurs fils, etc. Donc, il y a certaines choses quand même à revoir, mais il y a de grandes avancées par rapport à ça. Et je ne vois pas ici au Sénégal où on dit qu'avec le même poste, l'homme doit avoir un salaire de temps et la femme un salaire de temps moins. Donc, avec le même statut, c'est les mêmes salaires pour la femme que pour l'homme. Donc, vraiment, il y a des avancées. Même si ça reste un peu, il y a des avancées. Et on est beaucoup plus maintenant libre, entre guillemets. Personne n'est libre parce qu'on est dans une société, on est dans une culture, on est dans une religion. Donc, à chaque fois, on n'est pas libre à 100%, mais on est quand même libre, entre guillemets, de mener nos combats, de mener nos activités, de créer, de co-créer et de participer au développement de nos pays. Donc, je dis qu'il y a des avancées. Oui, elle a raison, il y a des avancées. Et aussi, moi, je me dis que là où nous sommes, il faut qu'il y ait en fait cette solidarité entre femmes. Parce que parfois, même parfois dans les personnages qu'on crée dans les livres, quand tu lis, tu vois qu'il y a une sorte de rivalité. Ton mari est là, demain matin, il t'épouse une coépouse. Là, tu dis qu'ensemble, vous allez vous rivaliser. Mais pourquoi il y a cette rivalité, qu'on nous montre tout le temps qu'il y a cette rivalité entre femmes? Et c'est pourquoi j'aime bien l'œuvre de Neha lorsqu'elle montre cette amitié qu'il existe entre Penda et Assia. Ça nous montre que dans les écrits, il y a une amitié sincère et que ça existe. Et qu'entre femmes, on doit s'unir, se hisser vers le haut et non se concurrencer pour se rabaisser. Mais Fatima, attends, en polygamie, il n'y a pas d'amitié? Je t'arrête, en polygamie, on ne peut pas parler d'amitié. Je peux comprendre mon ami, oui, mais celle qui vient partager ton mari, en quoi elle peut être ton amie? Mais en fait, c'est ça qu'on nous montre, en fait. C'est ça qu'on veut. C'est une révolution. C'est une révolution qu'on veut nous montrer, en fait. Mais il peut exister, en fait, une entente. Même si tu dis que tu ne peux pas supporter, parce que c'est dur. Parce qu'une femme ne peut pas supporter de partager son mari, mais il peut y avoir une entente. Et qu'on n'arrive pas à arriver jusqu'à faire des choses pour détruire l'autre. Et qu'on arrive à se soutenir, à s'aimer. Demain, si par exemple tu as des problèmes avec ton mari, mais elle est là, c'est ta soeur, tu viens, tu parles avec elle. La coépouse. Oui, tu viens, tu parles avec elle. Je ne sais pas, tu te confies à elle. Je sais, mais... Je dis Mais en fait, si je me dis que nous avons cette solidarité entre femmes, parfois je me dis, est-ce que les hommes en fait feront quelque chose en fait? Parce que je me dis qu'une femme seule est une femme vulnérable. Mais lorsque les femmes s'unissent pour se tenir la main ensemble, je pense qu'elles peuvent faire s'unir avec le bon allié aussi. Il faut choisir ses alliés. Oui, il faut choisir ses alliés. Mais je me dis que dans la littérature... Franchement, la coépouse n'est pas une alliée, Fatima. Mais je me dis juste que dans la littérature aujourd'hui, on pourrait prôner ça en fait. On pourrait promouvoir ça, que entre femmes, on ne doit pas se rivaliser, on ne doit pas être là à se crêper les chignons, à se disputer pour des détails, juste s'entraider. C'est vraiment, au fait, très paradoxal, je ne sais pas. Mais moi, j'avais toujours pensé que nos mamans avaient eu plus d'esprit de dépassement par rapport à la polygamie. Mais aujourd'hui, entendre une Benjamin qui... là, je pense que j'ai été dépassée par je ne sais pas, elle ne fait pas l'apologie de la polygamie. Encore que ça soit à la mode.
Je ne dirai pas où et quand et comment, mais vous l'avez reconnu, c'est difficile à vivre. Alors, est-ce que c'est avec une dose d'hypocrisie ou quoi qu'on va devenir l'ami de sa coépouse? Ou bien on met un peu au-dessus de soi-même les intérêts de la famille, des enfants, du mari. Est-ce que lui aussi met les intérêts de la famille au même niveau? C'est une question à se poser. Parce que même par rapport dans les séries, par exemple, il y a déjà Lady Diama, par exemple, dans la série. Il y avait Diama qui avait sa coépouse et là, qui était comme une sœur. À un moment donné, tout le monde se disait que mais non, non, elle a un double visage. Elle va changer et tout, mais elle n'a pas changé. Elle a continué. Elle a gardé, je me suis dit, au moins, c'est là, il y a au moins une série où on a une coépouse qui ne change pas par rapport à elle qui a quelque chose. Même non, mais il y a la jalousie, hein, avec même, il y a la jalousie. En fait, ça ne peut pas, oui, c'est ça. Mais avoir un esprit de dépassement, on est des êtres humains dotés de raison. Donc, devant une situation, vraiment, il faut raisonner et ne pas être dans l'excès. Ne pas être dans l'excès. Donc, je pense que les femmes qui l'acceptent, certaines femmes, je ne dirais pas toutes pour ne pas généraliser, elles le font parce qu'elles n'ont pas le choix. Avant, il n'y avait pas de choix. Donc, l'épouse, elle est là, tu n'as qu'à accepter. Donc, tu acceptes, malgré toi, avec toutes les difficultés que tu peux endurer, tu acceptes. Pourquoi je disais que la femme, c'est la force tranquille. Donc, tu acceptes, tu te résignes toi-même. Tout ce qui vient chez l'homme, c'est bon pour toi, tu ne fais que... Tout en sachant que si tu ne peux pas supporter, tu peux partir. Tu peux partir. Tu as le droit de partir si tu ne peux pas supporter. Maintenant, avec cette nouvelle génération, il y a certaines femmes qui disent qu'elles veulent être deuxième femme parce qu'elles veulent être plus libres. Surtout, oui. Par exemple, si l'homme n'est pas là, je me vague à mes occupations, je ne suis pas truc, j'ai que 2 jours dans la semaine ou 3 jours, je m'occupe de lui, après bon, ça c'est... C'est vrai que le mal n'est pas aussi mauvais hein, d'un côté. C'est leur vision, c'est pas partagé parce que c'est eux qui ont vu que je dois m'occuper de l'homme. Moi, je suis pas une féministe, mais je ne le vois pas ainsi, que je dois m'occuper de l'homme pendant 3 jours. Après, il s'en va et que moi, je suis dans mes trucs et quand il revient pendant 3 jours, je m'occupe de lui. Non, vous vous occupez. Exactement. C'est un couple, c'est fusionnel. C'est pas quelque chose où on le vit en 2 jours, 3 jours. Donc, bon, c'est leur manière de voir. On l'accepte, mais... Oui, c'est des expériences vraiment uniques que chaque personne doit vivre, la vivre à sa manière, je trouve. Je pense que traditionnellement, les familles polygames étaient équilibrées aussi, hein? Que les femmes n'étaient pas forcément portées à s'affronter parce qu'elles partageaient le même homme. Elles acceptaient ça. Mais est-ce que les jeunes femmes aujourd'hui acceptent ça? Elles veulent avoir leur maison à part. Elles veulent avoir, comme vous avez dit, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un éclatement de la cellule familiale. Et être réduite à cette surenchère, rivalité, toujours chercher à faire un peu plus ou mieux que sa coépouse. Est-ce que ça, c'est un objectif dans la vie? C'est ça. Au final, c'est l'homme qui en sort gagnant ou même perdant parce que quand tu es entre 2 familles, voilà. Et je me rappelle toujours, il y a une nouvelle d'Ousmane Sembène dans Voltaïque, dont le titre est « Ces 3 jours », où il montre que l'injustice de l'homme qui ne respecte pas ce partage de sa vie entre ses épouses peut avoir des conséquences psychologiques, affectives sur les femmes qui subissent. Si la nouvelle épouse, comme dans une si longue lettre aussi, amène à l'abandon de celle qui vous a donné 10 ou 11 enfants, bon, où est la justice, où est l'esprit de la religion dans tout ça? Donc, on peut se poser des questions. Et comme vous l'avez dit, c'est une question d'éducation, de responsabilité de chacun des membres de la famille dans la cellule, qu'elle soit monogamique ou polygamique. En tout cas, dans la société sénégalaise, c'est la femme qui éduque, c'est elle qui est toujours avec ses enfants. Et quand on prend l'exemple d'une femme qui éduque ses enfants, les garçons n'ont pas le même traitement que la femme. Est-ce qu'ici, on ne doit pas revoir un peu, voilà,
les droits qu'on est en train de chanter et tout, est-ce que ce n'est pas nous aussi qui créons aussi cette, voilà, cette différence ou ce privilège-là? Entre l'éducation des oui, garçons. l'éducation des garçons, voilà. Un garçon ne doit pas faire ceci. Voilà, ils sont traités comme de petits princes, entre guillemets et tout. Oui. Donc, maintenant, ça, c'est un peu la vision qu'on avait de la masculinité dans nos sociétés. C'est comme je l'ai dit, c'est le patriarcat. Mais en même temps, avec la modernisation, ça évolue. Hein? Maintenant, il faut que petit à petit, la société et les garçons acceptent de faire ce que les filles font naturellement à la maison. Il y a des enfants qui vous disent ça. Quand j'étais petit, j'aidais ma mère, j'allais chercher de l'eau, je l'aidais à porter ses fagots, etc. Donc, dans l'éducation, l'enfant, il voit sa mère qui travaille, qui souffre, il va l'aider, de même qu'il va respecter son père qui s'occupe matériellement d'eux. Donc, c'est une question de vision du modèle humain, le modèle humain qu'on a. Et en principe, bon, le Sénégal peut évoluer, je vais dire, en sauvegardant à la fois les valeurs religieuses et traditionnelles qui acceptent cette situation de polygamie, mais qui intègrent aussi les apports de la modernité. Le fait qu'une femme travaille, qu'elle doive partir, ça va supposer qu'il y ait à la maison quelqu'un qui la remplace. On ne doit pas oublier non plus ces femmes qui nous permettent d'être à l'extérieur et sans lesquelles l'éducation des enfants pâtirait. Donc je pense que c'est pour ça, un peu dans certaines de mes nouvelles, c'est rendre un hommage mérité à celles-là qui sont là, qui n'ont pas droit à la parole, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, mais sans lesquelles, moi, je ne pourrais pas être tout le temps dehors. Ça, je le reconnais. c'est ça. Comme pour dire, toutes les femmes sont des reines. Et... Toutes les femmes sont des reines, comme c'est chanté. Toutes les femmes, en ce qu'elles font, elles doivent être magnifiées, elles le font bien. Et bon, à titre d'exemple, on va donner l'image de Annie Ernaux, une romancière française qui a obtenu le prix Nobel, alors que personne ne s'attendait à la voir arriver jusque-là, mais qui parlait des choses les plus simples, qui parlait de la femme, de la famille, etc. Et elle a eu une reconnaissance. Je pense que c'est un peu ce combat-là que nous devons mener, continuer à prendre en charge la condition de toutes les femmes, quel que soit le problème de niveau d'instruction, les contraintes sociales qu'elles subissent, faire en sorte qu'elles soient heureuses, chacune de la manière dont elles ont envie de l'être. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, par exemple, quand je regarde aujourd'hui, je me dis, dans la société sénégalaise, les femmes ont conquis le pantalon. Elles l'ont... Elles l'ont arraché aux hommes, elles le portent sans complexe, quelle que soit leur forme par ailleurs. Donc là, il y a une évolution là. C'est la mode aussi qui reflète ça, hein, que les tenues féminines tendent vers le boubou masculin. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est des signes d'évolution. C'est des signes d'évolution. Fatima, aurais-tu quelque chose à... Sur la question. C'est signe d'évolution, par exemple, qu'aujourd'hui, les femmes ont adopté. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que ça a des conséquences, en fait? Ces conséquences? Oui. Est-ce que ces conséquences peuvent être quelque chose qui peut détériorer l'image de la femme? Vous me posez la question à moi. Moi, je sais que quand j'étais petite, je ne pouvais pas porter certains types d'habits parce que j'avais tout de suite l'œil de mon père sur moi, qui pouvait me dire, est-ce que tu penses que cette tenue-là te va? Est-ce que tu ne pourrais pas porter une autre tenue? Il ne m'oblige pas, hein, mais il m'amène à prendre conscience que, je l'ai dit dans une émission de Tchane Diagne Jourji, j'ai dit, mais quand on s'habille,
on doit aussi penser à l'effet que ça produit sur les autres. Les jeunes filles, elles sont voilées à majorité aujourd'hui. Mais je dis, il y a le voile et puis en bas, tu vois des choses mais qui doivent choquer les garçons à tout bout de chemin. Donc moi, je dis qu'il y a une contradiction entre ce souci de respectabilité et de pudeur qu'il y a dans le port du voile et par ailleurs, le choix d'un vêtement qui met, disons, à la portée de tout le monde tes formes dans certaines conditions. Je dis, je suis à une messe de requiem, c'est un décès, et voilà une jeune femme avec une jupe ouverte jusqu'à mi-cuisse qui se lève pour faire la quête. Elle était tellement gênée qu'elle était obligée d'attraper sa jupe. Donc, je dis, quand on va à un décès, on doit savoir comment on doit s'habiller. Donc, je dis que ça, c'est aussi l'éducation. On est libre de choisir comment on s'habille, mais le bon Dieu nous a donné des physiques très différents. On doit tenir compte quelque part de ça. En tout cas, moi, c'est l'éducation que je souhaite donner aux jeunes, les jeunes filles notamment, peut-être plus les garçons. Bon, ils sont là, ils regardent, mais ils regardent. Regarde, un jour en amusant comme ça, j'appelle un taxi Yango. Et puis la personne qui travaille chez moi, elle vient me donner quelque chose. Après, j'ai dit au taximan, mais pourquoi tu regardes ma fille là de cette façon? Ah, mais la façon dont elle s'habille, elle va s'attirer. Je n'ose pas dire des problèmes. Hein? Après, je lui dis, tu dois m'apporter la cola, sinon tu n'as pas le droit de la regarder comme ça. Alors là, on doit s'habiller d'abord pour soi-même. Oui, être bien. Être bien dans sa peau, sortir, ne pas être là à dire que je vais plaire à qui que ce soit. Mais quand même, bon, je dis... On est dans une société, oui. On est dans une société. On est dans une société et même par rapport à soi-même. On a une corpulence, la femme africaine, elle est bien dans sa peau, elle est bien en chair. C'est pas comme la femme asiatique, par exemple. On a des physiques qui sont très différents. Et par rapport à ça, que ailleurs on éduque les enfants dans le maintien, le respect de son corps, il y a une contradiction là, une contradiction que j'observe et je me dis mais comment on peut mettre les deux ensemble? S'habiller et chercher à plaire. Ce n'est pas chercher à plaire, hein. Moi je pense que c'est respecter aussi les gens que vous allez croiser, respecter tout le monde. Donc, il faut pas... Tu t'habilles pour te faire plaisir. Mais pas pour agresser les autres. C'est ça, pour agresser les autres. Il faudrait donner la parole aux jeunes gens. Est-ce qu'ils se sentent agressés parfois? Mais est-ce que ce n'est pas aussi ce qui leur plaît et tout? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ce qui leur plaît, mais comme l'a dit, il faut aussi voir sa physique. Est-ce que ce que je porte me va? Peut-être que si vous mettez un pantalon, il n'y a rien qui déborde, c'est bon. Ça ne tape pas à l'œil. Et que par rapport à une autre beaucoup plus... Mais ça, par rapport... Parce que quand vous sortez dans une maison. Vous êtes d'abord dans une maison. Et quand vous sortez, les gens vous disent « Ah, tu es vraiment magnifique, ce que tu portes est extraordinaire et tout. » Alors qu'il y a peut-être des défauts dans son habillement ou quelque chose comme ça. Quand elle va sortir, elle va choquer plein de personnes. Mais peut-être qu'elle, au fond, elle ne va pas s'en rendre compte. Elle va se dire « Oh, moi, quand je suis sortie, ma soeur a dit que j'étais... » C'est la tendance, hein, c'est la même génération. Mais tout est question d'éducation pour revenir à ce que André a dit. Hein. Parce que ce qui est choquant pour une famille peut ne pas être aussi choquant pour une autre. Parce que dans l'éducation, il y a les valeurs, mais il faut aussi enseigner ou bien montrer à vos enfants, filles comme garçons, comment s'habiller. Par exemple, dire à ta fille que ton nombril ne doit pas apparaître. Le check-down des garçons. C'est ça. La même chose. Tu vois. Est-ce qu'on a besoin de voir la culotte? Vraiment. Qu'un jeune homme porte et son pantalon qui menace de tomber. Ça fait partie de l'éducation, comment se comporter dehors. C'est la mode, mais à tout prix. Donc, à l'heure actuelle, et c'est une question qui est valable pour toutes les trois. Quel est le combat? Quel est le combat réel à mener pour améliorer les conditions de la femme? Bon, moi, je dirais que les combats, c'est les valeurs, le retour aux valeurs. C'est l'éducation de base. C'est aux parents d'inculquer à leurs enfants c'est quoi les valeurs. Comment parler,
comment se comporter, comment manger, comment aussi affronter la vie, les problèmes de la vie. Donc, le principal combat, c'est l'éducation. Quand on dit éducation, tout est dedans. Il ne faut pas que à l'école, le maître corrige ton enfant et que toi, tu sois en colère par rapport à cela. Maintenant, l'éducation ne veut pas dire aussi taper ou crier. Il faut parler à l'enfant, le conscientiser. Donc moi, je pense que le principal combat, c'est l'éducation, les valeurs. On ne doit pas mentir. On ne doit pas dire des gros mots devant des grandes personnes. Il faut les inculquer jusqu'à ce que les enfants, une fois adultes, savent que moi, je dois faire ça, je ne dois pas faire ça. Il y a des limites. On n'est pas libre. Il y a des limites partout. La société, il y a des limites. Si c'est un pays, la nation, il y a des limites parce que nous sommes régis par des lois, des textes et réglementations. Donc, il faut que l'enfant ait cette habitude-là dès le bas âge. Et une fois qu'on a une société où vraiment le mindset est bien, une société où les gens sont éduqués, dans cette société-là, si on y investit, il y aura des fruits. Ouais. Il y aura forcément des fruits. Voilà. Je suis parfaitement d'accord par rapport à ce qu'elle a dit par rapport à l'éducation. Je pense que si aujourd'hui la femme, elle a une très bonne éducation, et surtout en plus de l'éducation, nos mamans, nos papas apprennent à cette femme d'avoir confiance en elle, de ne pas se dire que telle personne est comme ça, moi aussi je dois être comme ça. Mais il faut apprendre à cet enfant de dire que toi, tu as des rêves que tu peux réaliser, que tout ce que tu peux faire en fait, tout ce que tu rêves, tu peux le réaliser. Et cette confiance en elle peut la permettre d'aller au bout de ses rêves, de se dire que moi, même s'il y a des choses qui peuvent me freiner, je vais réussir quand même à aller au bout de mes rêves, à réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser et ne pas seulement me limiter et me dire que parce que mes amis ont ceci, moi aussi je veux avoir cela, moi aussi je veux me confronter à cela. Juste cette confiance en elle. La jeunesse, hein. C'est le réel souci de la jeunesse aujourd'hui. On a tendance à se mirer devant les autres. Voilà. Et ce rôle-là, les parents doivent vraiment insister sur cela. Parce que cette confiance en soi, s'accepter, ça peut nous éviter beaucoup de choses en fait. Donc ça revient à l'éducation, hein, qu'on peut ajouter les modules, les modules qu'on peut ajouter dès le bas âge, des primaires, les modules de leadership, de confiance en soi, et ça permet développement personnel, ça permet de savoir la place de la personne dès le bas âge. Tout est à reprendre. Tout n'est pas à reprendre. Tout n'est pas mauvais. On corrige en continuant, quoi. On corrige en continuant, oui. On améliore en continuant. On est dans une société qui a évolué parce qu'il y a peut-être 40-50 ans, on allait à l'école et on savait qu'on pouvait devenir fonctionnaire. On était tranquille, son avenir est garanti. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'école ne permet pas, l'université n'ouvre pas tout de suite sur la professionnalisation. Ça dépend des universités. Donc, éduquer, former, enseigner et apprendre, ça devrait nous aider à nous réaliser dans la vie, comme vous l'avez dit, selon le modèle qu'on se donne, on apprend à se donner. Un idéal qu'on se donne, une société dans laquelle on va s'insérer avec des valeurs qui sont conformes au choix de cette société, mais en même temps, on est ouvert à la modernité. On est appelé à aller dans le monde entier, concurrencer d'autres jeunes. On a des jeunes qui ont inventé des drones, on les montre au Sénégal. On a des enseignants sénégalais qui interviennent dans des universités partout dans le monde entier. C'est une fierté pour le Sénégal, pour le système éducatif sénégalais. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question de savoir quel est le produit que l'éducation, le système éducatif met sur le marché. Pourquoi, dit-on, aujourd'hui, il y a autant de jeunes, malgré l'espoir suscité par le changement politique, qui veulent partir, qui prennent les pirogues,
qui se disent je ne vais jamais réussir ma vie ici, au Sénégal. Pourquoi? On devrait se demander, est-ce que c'est une crise de confiance, mais en quoi? On ne croit plus en quoi dans notre société? C'est assez inquiétant. C'est plutôt inquiétant. Parce que quand on regarde les jeunes, c'est vrai, et ça développe la violence. On a eu une émission sur la violence à la télé. Pourquoi les gens sont aussi violents? Ils sont violents en parole, ils insultent, ils vont très loin dans des insultes au-delà de ce que nous, dans notre société, on accepte. Si vous insultez quelqu'un de père et de mère, il prend un couteau et puis il vous règle votre compte. C'est ça dans la tradition. Parce que vous avez atteint quelque chose qu'il met au-dessus de lui. Maintenant, cette éducation de base, elle débouchait avant sur un métier. Il y avait la professionnalisation à l'interne. Mais aujourd'hui, elle débouche sur quoi? Sur le chômage, sur des addictions. Donc, je pense qu'on est tous responsables, les adultes, on est responsables de ça. Mais les jeunes ont aussi leur part de responsabilité. Est-ce qu'il s'agit de dormir après avoir fait la nuit blanche? On dort toute la journée et puis on se réveille. Qui est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te donne à manger? Jusqu'à 20, 25, 30 ans, tu es dépendant de tes parents. C'est pas normal. On va s'interroger. D'où la culture de l'entrepreneuriat. D'où la culture, voilà, auto-entrepreneuriat, entrepreneuriat familial. Mais il y a des perspectives, il y a tous les jours des modèles qu'on nous donne de réussite. Il faut avoir le courage. Tout début est difficile. Il faut avoir le courage. Et professeur, par rapport au modèle dont vous parlez là, aujourd'hui, dans l'écriture, on a tendance toujours à voir cette image de la femme aimée, la femme qui subit, la femme battue et tout. Même s'il y a une évolution, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans la tendance à créer des femmes fortes, des femmes humaines, à montrer ces personnages-là dans l'écriture pour que des personnes qui vont lire s'inspirent de ces femmes-là? Oui, ça c'est vrai qu'on devait aboutir à cette question. Quel est le rôle de l'écriture? Quel est le rôle des écrits de femmes? Nous avons cette responsabilité quand nous écrivons. Nous prenons un thème. Nous avons l'objectif de dénoncer quelque chose qui devrait changer. Et nous mettons en scène des personnages positifs ou qui sont résilients, qui arrivent à s'en tirer. Pas seulement à dénoncer négativement. Donc là aussi, je crois que c'est le rôle de l'écrivain, des écrivaines dans nos sociétés aujourd'hui. Quand on prend la plume, c'est comme dit Aimé Césaire, des armes miraculeuses. C'est pour que quand tu auras lu telle chose, un enfant se dise « Ah, moi, je prends le modèle de la Grande Royale ou de votre personnage, etc. Je me bats malgré la mauvaise donne de départ, j'ai pas eu mon père et ma mère, je suis orphelin et pourtant, il y en a qui ont réussi. Voilà, je pense qu'il y a tout ça. Susciter l'espoir. Susciter l'espoir. Et inspirer. Et la presse est là aussi, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de voies par lesquelles on peut atteindre les jeunes aujourd'hui. C'est très important. On nous signale qu'on est à la fin, au terme de l'émission. Déjà, ça passe tellement vite, c'est sûr qu'il y a tellement de questions. C'est complexe. C'est très complexe, donc je vous inviterai à dire votre mot de la fin. Hélas. Hélas. Ce qu'il faut souhaiter, qu'est-ce qu'on souhaite aux femmes pour ce 8 mars 2025? Moi qui aime les livres, je souhaite qu'il y ait, alors ça m'a bien frappé, c'est une lueur d'espoir pour moi. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui prennent aujourd'hui des initiatives dans le domaine de la création littéraire. Beaucoup de femmes écrivaines, quel que soit le métier d'origine, c'est pas réservé, c'est pas la chasse gardée des profs et puis des universitaires. Maintenant, il y a plein de gens qui écrivent. Là, j'avais par exemple pour le jury Miss Littérature du Sénégal, j'ai 4 ou 5 pages, les femmes écrivaines. Donc, vous voyez, toutes ces pages-là, elles, je les trouvais là-dedans. Vous, je ne sais pas si vous êtes dedans, je vais vérifier. Donc, pour dire qu'il y a vraiment une créativité, il y a des prix.
Il y a des festivals qui sont mis en scène, créés par des femmes, des jeunes femmes. Bon, je ne vais pas faire de la publicité comme ça. Vous avez vécu ces événements, mais vraiment, c'est admirable par rapport au temps où on voyait les Aminata Sofal ou Annette Baye-Derneville commencer à écrire tout doucement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les femmes ont arraché la plume, que ce soit dans les réseaux sociaux ou devant l'ordinateur, le clavier, dans les librairies. Les femmes, elles sont présentes. Maintenant, on doit se battre, comme vous l'avez dit. Quel est le modèle que nous donnons? On regarde un livre. Est-ce que j'ai envie d'être comme le personnage dont il est question dans ce livre? Est-ce que j'ai envie de lire rien qu'avec le titre? Donc ça, c'est un problème. Maintenant, l'univers des personnages que je crée, qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qu'il y a de négatif dedans? Comment faire en sorte que le meilleur l'emporte et puisse être utile? Vous l'avez dit dans la formation des jeunes qui lisent, qui ont envie eux-mêmes d'écrire. Beaucoup ont envie d'écrire. Donc moi, je me réjouis que tous les problèmes des femmes, de la famille, de la société soient posés. Et tout à l'heure, avant de venir à l'émission, il y a 2 ou 3 jours, j'avais sorti un livre, Le viol se traite en famille. Quelle est notre attitude par rapport aux situations où on voit des petites filles victimes de maltraitance sexuelle dans les familles, où c'est l'omerta, c'est le silence. Personne ne le dit. Personne n'ose le dire parce que sutura arioyu. Ah, on doit se poser des questions. Donc, je dis, c'est ça aussi, la littérature essaie à dévoiler tout ça, à dire non. Et je rappelle le livre de Awa Cham, Les négresses ont la parole. Nous sommes des négresses, nous sommes fiers de l'être et nous devons faire retentir notre voix dans le concert des voix féminines. La femme sénégalaise, elle est belle, elle est intelligente, elle est brillante, elle est sur tous les fronts. Et je pense que c'est une fête aussi pour ces femmes. C'est ce côté-là. Merci. Merci de nous donner l'occasion de la célébrer. Nos mères, nos sœurs, nos baïennes. Voilà. Bon, je dirais à chaque femme de se poser et de dire qu'est-ce que je veux montrer, quel modèle je veux montrer. Est-ce que je veux participer au développement? Est-ce que je veux inspirer? Est-ce que je le fais à travers la plume ou bien je le fais à travers ma mission de tous les jours, c'est-à-dire la vie professionnelle ou même la vie personnelle à la maison. Donc, à chaque femme de se dire que moi, je dois montrer l'exemple. Moi-même, je dois être exemplaire et je dois montrer l'exemple dans son domaine. Et on essaie de faire quelque chose qui fait bouger les lignes. Donc, il y a beaucoup de femmes auteurs maintenant, il y a des femmes qui écrivent des livres. Il faut que ces livres-là, ces romans, nouvelles, etc., traitent des personnages qui inspirent. Le modèle qu'on veut. On doit imaginer où est-ce qu'on veut que notre pays soit dans X années. Et ce modèle-là, on l'écrit à temps près pour le montrer à ces jeunes-là, pour les aider vraiment à s'inspirer. Parce que je le disais tantôt que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Les gens, peut-être qui sont nés dans les années 90-80, ils sont à cheval. Donc, ils savent exactement ce qui se passe. Mais les derniers nés, ils pensent que la réalité, c'est les réseaux sociaux. Alors qu'on y voit du tout. Du tout. Donc, nous, à travers la plume, on doit essayer de redresser pour leur dire que ce que vous voyez là, c'est le virtuel. Ce n'est pas la réalité. Ce qu'on vous vend au niveau des réseaux sociaux, ce n'est pas ça la vie réelle. Voici la vie réelle. Et là, c'est vrai qu'il y a l'éducation de base au niveau des mères, mais nous aussi, en tant qu'auteurs, on doit participer à cela et continuer à faire passer ce message partout où nous sommes. Donc, je dis, c'est la journée des droits des femmes, mais aussi on honore les femmes. Donc, toutes les femmes, où que vous soyez, où est-ce que tout ce que vous êtes en train de faire, dans la maison, au travail, dans la rue, dans le monde, nous vous magnifions. Nous vous magnifions et que chaque année, on soit une version meilleure de nous-mêmes.
Alors, moi, pour finir, puisque j'adore lire et que j'adore écrire, je souhaite aux femmes de continuer davantage à écrire encore et encore et de ne jamais s'arrêter. Parce qu'une littérature sans femmes est une littérature incomplète. Et là, c'est vrai. On est d'accord, on est totalement d'accord, t'inquiète pas. Oui. Donc, que toutes les femmes continuent d'écrire, de nous inspirer, de devenir des modèles, des figures, et que cela puisse vraiment devenir quelque chose qui puisse leur apporter à chaque femme. Et je souhaite vraiment bonne fête à toutes les femmes, où qu'elles soient en fait. Et du courage à elles parce qu'on a du chemin, mais on y arrivera. On a du chemin, oui. On a du chemin, l'espoir est permis. Nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission. Ce fut une très très belle émission, des échanges vraiment très fructueux et tout. On en tire vraiment beaucoup d'enseignements. Merci à vous. Merci à toutes et bonne fête. Vous avoir honoré. Bonne fête à tout le monde. Est-ce que c'est une fête? Je peux dire une fête? Oui, c'est une fête. Au Burkina, tout le Burkina est en uniforme, les hommes comme les femmes. Tout le monde porte la même tenue. Ah, mais c'est magnifique! C'est national, hein, depuis Sankara. Oh. On se dit à très bientôt dans d'autres émissions. Toujours la femme à l'honneur. Au revoir.